Prendre part, c'est un balado engagé sur l'action climatique, organisé par la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI. Salut Molly, comment tu vas aujourd'hui? Hey, ça va super bien, Océane. Toi, comment ça va? Très bien. Ça me fait plaisir d'être avec toi pour ce premier épisode de Prends Repart. Hey, moi aussi, c'est tellement excitant de lancer la 3e saison ensemble. Puis avant qu'on continue, peut-être qu'on pourrait commencer puis expliquer un peu qui on est puis pourquoi on est là. Bonne idée. Donc, moi, c'est Océane. Je travaille comme adjointe à la direction chez Catalyso. Dans la vie, je m'intéresse particulièrement à créer des espaces collectifs participatifs pour faire face aux défis mondiaux actuels, dont la crise climatique fait partie. Puis en fait, avec ces espaces-là, j'aspire à ouvrir le dialogue pour élaborer des solutions innovantes et inclusives. Toi, Molly, qu'est-ce qui te motive à t'impliquer pour le balado? Bien, en fait, moi, je travaille avec le Ceci, puis je suis dans la vie particulièrement intéressée par la force des mouvements féministes, puis par la manière dont les échanges entre les cultures puis les nations peuvent améliorer nos relations, puis renforcer notre responsabilisation, puis notre impact sur le climat, en fait. Puis ça, j'adore concevoir ça en fonction de nos privilèges, puis des réalités qui sont différentes pour tout le monde, en fait, là. Donc, vous aurez compris que ce seront nous, les animatrices de cette 3e saison de Prendre part. En fait, avec ce balado, on explore les enjeux environnementaux tout en valorisant l'engagement et la parole des jeunes qui jouent un rôle clé pour relever les défis actuels, mais qui sont trop souvent ignorés. Oui, c'est vraiment ça. Ce balado, en fait, on veut donner la parole à des jeunes, puis vous allez voir les personnes avec qui on a pu échanger. C'est vraiment des personnes formidables, puis sont au cœur d'un mouvement qui est essentiel. Océane, est-ce qu'on se lance? Yes! Bon, allons-y. Bonne écoute! Pour ce premier épisode, on a la chance d'accueillir 2 invitées inspirantes pour nous parler du rôle essentiel des femmes dans l'action climatique. On accueille Léa Hilardo, militante écologiste très impliquée dans les grèves pour le climat de 2019 et cofondatrice de l'OBNL Éclore. Elle travaille à créer des ponts entre art et écologie pour une transition juste et durable. Et une petite information plus personnelle sur toi, Léa, tu adores la poésie et le slam. Bienvenue. Merci. On accueille aussi Maude Desbois, communicatrice et animatrice engagée, actuellement chargée des communications pour Mères au front. Maude sensibilise le public aux enjeux environnementaux à travers ses projets et informations sur toi. Tu te passionnes pour l'herboristerie, la photographie et l'écriture. Bienvenue, Maude. Merci. Léa, Maude, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir. Puis pour débuter, une première question qu'on aime poser à nos invités. Quelle est votre relation avec la nature? On pourrait commencer par Léa. Oui, bon. C'est sûr que la Léa qui préfère poser des questions que de répondre, que de donner des réponses, poserait la question, mais en fait, c'est quoi la nature? C'est quand même vaste comme question. La nature, on va souvent l'opposer aux humains, à la culture, à ce qui est artificiel. Mais tu sais, souvent, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est comme est-ce que nous, on n'est pas naturel finalement. Tu sais, le processus qui nous met au monde, il est très naturel. Mais tu sais, c'est sûr que si on l'entend par ce qui serait sauvage, ce qu'on n'aurait pas touché, ce qu'on n'a pas créé, tu sais, on peut clairement observer qu'il n'en reste pas beaucoup des lieux où on n'a pas laissé notre trace. La réalité aujourd'hui, c'est pas très joyeux, là, c'est que 97% des forêts anciennes ont disparu, qu'on prédit qu'en 2050, il y aura plus de poissons dans l'océan. Puis qu'au Canada, le nombre d'oiseaux de prairies a diminué de plus de 70% depuis les années 70. Fait que, tu sais, à partir de là, on peut dire que on évolue dans un système qui perturbe le fonctionnement naturel des écosystèmes. Puis que moi, j'y participe par le simple fait que je le veuille ou non, en ce moment, je suis avec vous dans un studio insonorisé, dans un bâtiment en béton. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, j'aime aussi entendre la nature. Si on l'entend aussi par justement ce qui n'est pas humain, le non-humain, pour moi, c'est déjà prendre conscience que on n'est pas chez nous partout, que la Terre, elle ne nous appartient pas, nous, les grands humains qui sont en haut de la pyramide, puis que constamment, on cohabite avec de nombreuses autres formes de vie. Puis que c'est ça, si on y est sensible, on a plein de façons d'apprendre à les respecter. Fait que moi, j'essaye de plus en plus de la côtoyer, cette nature-là, tu sais, parce que je trouve que c'est plus difficile de se mobiliser pour une nature qu'on connaît pas, finalement, avec qui on n'a pas de relation. Fait que juste ça peut paraître vraiment quétaine, hein, mais juste de passer du temps à observer les arbres à Montréal, ça nous en apprend vraiment beaucoup.
Puis moi, en ce moment particulièrement, je suis vraiment dans un processus où justement voir la nature évoluer, ça nous en apprend vraiment beaucoup sur les mouvements naturels de la vie, tu sais, que ce soit le deuil, la mort, et tu sais, avec les saisons finalement, la nature meurt en hiver puis renaît. Enfin, je trouve que ça nous en apprend vraiment beaucoup juste à travers l'observation. Puis moi, personnellement, une des façons que j'aime de plus en plus à développer, c'est de faire de la longue randonnée, par exemple. Juste partir avec un sac à dos sur toute sa maison sur son dos et de se mettre vraiment vulnérable, puis de voir qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de tout ça. Fait que c'est un peu ça, la relation que je développe avec elle, que j'essaye du moins. Merci pour ton partage. C'est vraiment, ça met bien la table. Maude, c'est quoi ta relation avec la nature? Ben écoute, j'allais déjà répondre à Léa. Quelle belle introduction complète et éloquente. Merci pour la mise en contexte. Effectivement, c'est pas tout le monde qui a le même rapport à la nature, qui a le même accès à cette nature-là, qui la connaît de la même manière, particulièrement en milieu urbanisé. Pour ma part, mon lien avec la nature a toujours été extrêmement fort. Dès, tu sais, toute petite, même si j'ai grandi en banlieue, à Laval, tu sais, je veux dire, oui, on avait des terrains gazonnés avec quelques arbres, quelques fleurs, mais tu sais, c'était pas la grande nature sauvage non plus, là, tu sais, c'était pas ce rapport-là qu'on entretenait nécessairement dans ma famille. Par contre, tu sais, très, très jeune, j'avais ce rapport unique avec la nature. J'aimais m'asseoir au milieu de mon jardin pour écouter les oiseaux chanter. J'aimais cueillir, j'aimais goûter les fleurs. Tu sais, tout le monde me trouvait un petit peu étrange là, de faire ces choses-là. Ou quand je disais à mes amis, mais non, mais arrête d'arracher les feuilles des arbres. Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Ça leur fait mal, ça les blesse. Donc, tu sais, toute petite, déjà, j'avais cette extrême sensibilité et de la difficulté parfois à m'endormir le soir parce que j'étais consciente de ce qui se passait sur la planète. J'étais toute jeune, puis je vivais déjà ce qu'on nomme maintenant comme étant de l'éco-lucidité ou de l'éco-anxiété. Donc, pour moi, c'était déjà d'emblée, c'est précieux, on fait partie de ce grand tout et on se doit d'en prendre soin, de le respecter. Donc, toute petite, c'était déjà ça et ça s'est juste poursuivi avec l'âge, là, tu sais. Maintenant, je m'assume encore plus en tant que militante, mais tout au long de ma vie d'enfant, de jeune adulte, d'adulte, avec mes enfants maintenant, j'ai toujours entretenu ce rapport de respect et je l'ai toujours véhiculé du mieux que je le pouvais. Et maintenant, je trouve que justement, avec ce militantisme assumé auprès d'organismes comme Mère au front, par exemple, ou la mobilisation 6600, Vigilance OGM, je suis capable encore mieux, tu sais, de le verbaliser puis de l'amener dans l'espace public. Donc, pour moi, c'est extrêmement précieux. Puis, que ce soit dans mon jardin, accueillir des pissenlits puis du plantain pour faire mes transformations médicinales, bien, ça aussi, pour moi, c'est une connexion à la nature à laquelle j'ai accès facilement. Donc, ouais, c'est ça. Ça serait ça mon rapport à la nature, de le trouver partout où cet espace-là existe et de le régénérer aussi, de contribuer à sa reproduction puis à ce que ça revienne dans nos milieux urbanisés. Ben, ça peut paraître vraiment contradictoire là, d'évoluer dans une ville bétonnée. Puis moi-même, j'ai cette grosse contradiction à l'intérieur de moi-même que genre, j'aime profondément la ville. Et justement, je travaille aussi sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Puis j'aime profondément Montréal. Puis des fois, genre, j'ai peur de le dire, tu sais. Quand t'es militant écolo. Et il y a ce truc où c'est vraiment une belle activité, là, finalement, de trouver ces espaces de nature en ville. Là. Moi, j'habite dans un quartier super dense, le Myland, mais juste à côté de chez nous, il y a le Champ des Possibles. Puis là, c'est comme, wow, c'est une friche urbaine. Puis tu sais, on parle du terrain vague dans Hochelaga, puis il y en a, là, des petits espaces précieux. Puis comme je disais, pour vrai, juste se poser, puis moi, c'est fou, là, juste regarder le ciel, essayer de reconnaître les oiseaux. Tu sais, Montréal, c'est pas juste ça, c'est pas juste genre du béton partout. Oui, on peut le voir comme ça, puis il y a des jours où je me sens comme ça, mais il y a beaucoup de beauté à travers justement ce que Maud décrit là, des toutes petites choses comme ça. Fait que ouais, puis de se rappeler qu'on a une montagne genre qui est quand même qu'on a le Mont-Royal, genre, puis moi-même je suis genre pourquoi Léa tu vas pas si souvent que ça, je suis genre fait que c'est ça d'essayer de voir finalement c'est Mélissa Molène-Dupuis qui dit que finalement on est tout le temps dans la forêt, puis on est au cœur d'une forêt. Ouais, mais c'est ça, c'est juste d'apprendre à la voir. Je trouve ça super beau. C'est vraiment intéressant d'entendre vos partages justement autour de comment est-ce qu'on peut aller chercher la nature.
même dans un milieu qui est urbain finalement. Puis finalement, ça nous appartient à nous aussi un peu d'aller chercher ces éléments-là, tu sais, si on veut se rapprocher de cette nature-là. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec un autre type de rapport que vous avez, mais qui est avec l'art, en fait. J'aimerais ça que vous nous partagiez un petit peu plus de c'est quoi les médiums artistiques que vous aimez, comment est-ce que vous percevez finalement votre parcours artistique, puis en fait, comment est-ce que ça influence votre façon de militer ou de sensibiliser les gens aux enjeux climatiques. Léa, je te laisserai commencer. Ouais, ben moi, c'est assez drôle, mais j'ai comme une ancienne vie de ballerine. Mais ouais, jusqu'à mes 18 ans, là, moi, ce n'était que ça, mon identité. Puis j'ai évolué vers d'autres choses. Mais donc, c'est ça, je pense que la danse a pris une place un peu spéciale à différents moments de ma vie. Aujourd'hui, j'en pratique toujours, puis c'est quelque chose... je trouve que comme il y a la danse, pour moi il y a aussi l'écriture beaucoup, la poésie, le slam, que à la fois d'en pratiquer, mais d'être une lectrice aussi assidue de recueils de poésie par exemple. Je peux dire que comme ça m'a sauvé la vie là. Moi je suis revenue ça a été vraiment un déclic. On m'a mis un livre entre les mains quand je suis revenue de la COP25 en 2019, puis j'étais je sais pas, j'étais vide, j'étais tellement en 1000 morceaux. Enfin, beaucoup de choses suite à cet événement-là. Puis on m'a donné La vie habitable de Véronique Côté, qui parle de justement ce pouvoir de la poésie, puis de cet art-là comme un combustible nécessaire pour la transformation du monde. Puis, my God, tu sais, c'est vraiment cette invitation à compter les lucioles. Chaque petite chose dans le quotidien qui fait en sorte que la vie est tellement belle et poétique. Et ouais, ça fait en sorte que depuis, je cultive beaucoup à la fois cette lecture-là, puis le fait d'écrire moi aussi, finalement. Puis ça ramène beaucoup de sensibles à un militantisme qui est surtout à cette époque-là dans le mouvement étudiant extrêmement intense, très rationnel, très, tu sais, on doit jouer la game politique là, d'aller rencontrer nos ministres à Québec, etc. Et ça nous fait un peu perdre finalement de vue l'essentiel, je trouve. Et donc de se ramener à la fois au corps à travers la danse aujourd'hui, mais également à tout ce qui est sensible. Puis en fait, ce pourquoi on se mobilise, comme tu le disais, Maud, tantôt, c'est là où je me suis dit, où en fait, c'est aussi pour ça que j'ai fondé Éclore. Tu sais. Où sont les artistes là-dedans? Tu sais, c'est comme, on parle d'une transformation de nos cultures, etc. Puis c'est tous les fondements, les fondations de tout ça, en fait, au final. Fait que, ouais, c'est un plaidoyer pour l'art dans nos vies, là, qu'on doit faire vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Merci, Léa. Je te laisserai continuer, Maude. Oui, bien sûr. C'est drôle parce que moi aussi, je viens d'un parcours de la danse, pas uniquement, mais j'ai eu un parcours artistique très, très diversifié dans ma jeunesse, étant au cœur d'une famille très artistique également. Et j'ai longtemps cherché comment rejoindre les deux, comment arriver à donner du sens à ce que je faisais au niveau artistique pour que ça s'intègre dans ce qui était au fondement même de ce qui me motivait chaque jour à me lever puis à militer. Puis j'avais de la difficulté à trouver ça. Et éventuellement, j'ai vu que, par exemple, par la photographie, que les gens, quand je faisais de la photographie nature, de la macro-photographie aussi, d'aller chercher les détails du lichen, de toutes sortes de petits champignons, des choses comme ça, les gens s'émerveillaient devant mes photos. Et ils disaient « Wow, hey, on est à côté de ça. Où est-ce que tu as pris ces photos-là? C'est donc bien beau. Merci, Maude. » Ça renvoyait une forme de poésie. Et éventuellement, à travers ces photos-là, ça m'inspirait moi aussi à écrire. Et j'écrivais en publiant mes photos. Donc, il y avait comme une espèce d'amalgame, de discipline à travers ça. Et au fil du temps, puis de ce qui se dit aussi autour de ce dont on a le plus besoin en ce moment en tant qu'humain, pas juste les militants, tout le monde, c'est l'émerveillement et l'espoir. Donc, comment amener l'état d'émerveillement au quotidien? Comment amener à travers l'art aussi des propos qui, normalement, en simple conversation, passeraient peut-être moins bien ou, tu sais, seraient plus difficiles à discuter. Mais là, je propose quelque chose qui rejoint le cœur, qui rejoint l'esprit, qui rejoint toutes sortes de niveaux de notre manière de penser, notre façon ça nous ramène à une introspection parfois, ça nous fait vivre quelque chose, même si c'est intangible, même si on peut pas le nommer, puis d'accepter que c'est ça.
et comment je suis capable de converser à travers ça. Comment je suis capable de rejoindre des gens différents à travers ça aussi, puis que ça unit les communautés, je trouve, peu importe le médium, que ce soit la danse, le théâtre, la poésie, la lecture, le niveau littéraire, que ce soit des expositions d'art visuel, il y a toutes sortes de choses qui se font, qui viennent toucher, qui viennent émouvoir, qui viennent déranger aussi. Je trouve ça vraiment beau ce que vous amenez là, de part et d'autre sur ce volet artistique-là. Puis, tu sais, comment ça nous rattache aussi un peu à notre humanité. J'ai l'impression que, justement, tu sais, dans les luttes, des fois, ben, on oublie d'aller chercher le volet humain qu'il y a derrière ça. Puis, en fait, les artistes, ils nous permettent d'avoir une image de la lutte ou de voir la lutte sous leur œil. Puis, ça rassemble vraiment les gens. Puis, c'est vraiment important d'aller vers ces médiums-là, finalement, qui nous permettent de nous rassembler. Oui, puis il y a quelque chose dans la sincérité aussi. Je veux dire, si c'est connecté à quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi, ça va te communiquer quelque chose parce que c'est senti, parce que c'est habité. Ouais. Donc, ouais, puis on se rend compte qu'on n'est vraiment pas que des trucs qu'on vit, tu sais, c'est vraiment au final c'est très universel. C'est là. tellement universel. Quand t'as j'ai raison. partagé un de mes premiers slams, c'est comme OK, mais en fait tu parles de quelque chose, mais on vit toutes, c'est fou comme on est vraiment pas grand chose là, puis on est à travers nos différences, puis on est vraiment beaucoup à se séparer et tout, mais là tu sais tu parles de quelque chose que tu as en toi, puis en fait on vit tous, on passe tous par là, tu sais. Et c'est de ces lieux communs-là dont on a besoin Ouais. pour aller vers ce qui nous rassemble. Mais oui, clairement. Puis en fait, que ces luttes-là sont aussi tellement intrinsèques à notre identité en tant qu'être humain, aussi en tant que personne. J'aimerais ça aller dans une autre direction. Léa, les jeunes générations, puis particulièrement les jeunes femmes, semblent être à l'avant-garde des mouvements climatiques. En tout cas, selon nous. Pourquoi, selon toi, elles jouent un rôle aussi central dans cette lutte-là? Oui, ben, je pense que elles ont beaucoup de courage. Puis il y a quelque chose aussi, OK, je réfléchis pas mal ces temps-ci, mais tu sais, on est souvent beaucoup plus éduqués pour penser au nous plutôt qu'au je. Et s'il y a bien une lutte pour laquelle notre ego a pas vraiment de place, c'est quand même celle-ci, tu sais, dans le sens où on le sait que... Ouais, je pense qu'on est très consciente que le fruit de nos actions, on risque de pas le voir de notre vivant. Tu sais, c'est un peu comme si tu dis à un maraîcher, va semer, mais t'as pas le droit de récolter. Ouais. C'est quand même... Puis là, on est donc amené à penser aux besoins des autres avant les nôtres. Mais je trouve que là, on est même encore une coche plus haut dans le sens où c'est de se mobiliser pour ça, c'est se préoccuper pour la vie de personnes qui sont même pas encore nées. C'est quand même ça demande à se projeter, là. À se projeter puis à se voir plus loin ça que demande soi, vraiment de courage, tu sais, de comme c'est puis il y a tout ce truc, tu sais, pour le meilleur ou pour le pire là, de penser au nous plutôt qu'au jeu, c'est beaucoup de puis tu sais, on va en reparler là justement du travail auquel les femmes sont assignées, tu sais, puis c'est tout cet équilibre-là que je cherche parce que à s'abandonner dans une lutte, dans du collectif, jusqu'à s'en oublier, c'est destructeur aussi d'une certaine façon, tu sais. Mais il y a quand même quelque chose dans cet abandon-là qui est pour moi extrêmement puissant, puis qui requiert une grande sensibilité que les personnes socialisées comme femmes sont plus à même de cultiver. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup des femmes, puis oui, en effet, des jeunes femmes qui ont beaucoup pris, qui ont eu ce courage-là d'aller de l'avant dans les dernières années, puis qui, quand il faut être en première ligne, bah, c'est elles qui répondent. Et je pense que tous ces éléments-là, puis il y a quelque chose de profondément à changer dans notre éducation, dans nos cultures. Pourquoi c'est ça, on est plus amené à prendre soin puis à penser aux autres, ce qu'il faut, mais tu sais, à quelle mesure et pourquoi c'est pas plus partagé, ce travail-là. Mais ouais, je pense que ces éléments-là, ça fait partie de la réponse. Puis quand on pense aux femmes qui s'impliquent au niveau du climat, ben c'est sûr que dans la sphère québécoise, on pense à Mère au front aussi. Maud, je sais pas si tu veux compléter aussi. Oui, bien sûr. Ben, oui, évidemment, parce que, bon, Mère au front, ça le dit, ce sont des mères, mais pas seulement, ce sont des grands-mères, ce sont des alliés et ES, donc vraiment de tout acabit. Et c'est né de cette colère et de ce sentiment d'impuissance face à la situation environnementale, aux différentes, aux polycrises qu'on vit présentement. Et
de l'amour aussi du vivant, du souci pour nos enfants, pour les générations futures. Et de là est né justement ce mouvement qui est mu par une colère, mais surtout un amour. C'est tellement beau. Oui, donc oui, on le voit que il y a une grande charge sur les femmes, puis je veux dire, c'est pas juste, tu dis, c'est moi qui pense ça, ou j'amène ça comme ça, mais il y a des études qui démontrent que la charge, elle est beaucoup plus grande et les dangers sont beaucoup plus grands pour les femmes aussi dans les contextes de crise climatique, et ça, de manière globale et internationale, c'est partout, où les femmes le vivent plus durement aussi, pas juste au niveau psychologique, au niveau des risques. Et oui, on s'unit entre femmes, il y a une grande sororité qui existe et la place de ces femmes-là est essentielle. Et je ne dis pas que celle des hommes ne l'est pas, elle est seulement différente en ce moment. Et c'est appelé à changer, je pense, et on souhaiterait que l'espace des femmes soit différent aussi dans les sphères de décision, dans les hautes postures de décision. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Bien, présentement, ce sont des hommes d'un certain âge, souvent blancs, sans entrer dans tout l'aspect féministe de la chose, mais ça l'est par défaut, ça l'est par nécessité aussi. Donc, ce rôle est essentiel et en même temps, comme tu le disais, il faut prendre soin. Il faut prendre soin de soi, il faut faire attention de ne pas tout prendre sur soi et de se dire on est les seuls à pouvoir le faire, seuls en tant qu'individu, seuls en tant que communauté féminine. Parce que ça met un poids tellement plus grand avec déjà tout ce qu'on vit et tout ce qu'on assume comme responsabilité. On s'ajoute souvent une charge supplémentaire à travers ça et qui amène éventuellement un épuisement. Donc, de prendre soin de nous individuellement, mais de nous collectifs est vraiment essentiel. Mais parlons-en de la charge, justement, le care, qui est souvent associé au rôle des femmes. Il est défini comme étant l'attention, la charge mentale accordée aux besoins des autres. Ce concept-là, il revient régulièrement dans les discussions entourant les mouvements féministes, puis dans notre cas, en ce qui concerne les femmes qui s'engagent pour des causes sociales ou environnementales. Maude, Léa, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre vision à vous du care, puis comment ça influence votre propre engagement militant, là? Écoutons maintenant Madame Ndiaye Ngone Coulibaly, chargée de projet chez Wildaf Sénégal, qui nous explique l'importance de défendre les droits des femmes dans un contexte d'instabilité climatique. Défendre les droits des femmes dans un contexte d'instabilité climatique est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la vulnérabilité accrue, parce que les femmes, en particulier dans les communautés rurales, sont souvent confrontées sont souvent les plus touchées par les effets du changement climatique. En effet, elles dépendent fortement des ressources naturelles pour leur subsistance et sont donc plus vulnérables aux perturbations de l'environnement. L'autre raison, c'est le rôle central que jouent ces femmes dans la gestion des ressources. Donc, les femmes, de manière générale, jouent un rôle clé dans la gestion des ressources naturelles, comme l'eau et la nourriture, parce que ce sont les femmes qui vont, si je prends le cas des femmes rurales, ce sont les femmes qui vont puiser de l'eau, ce sont les femmes qui préparent la nourriture. Donc, de ce fait, il est important quand même qu'il y ait leur inclusion dans les décisions liées à l'environnement et ça peut quand même contribuer à améliorer la résilience des communautés face au changement climatique. Donc, l'autre raison, c'est par rapport aux inégalités. Parce que d'habitude, quand il y a des crises climatiques, ça contribue à exacerber les inégalités déjà existantes entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes peuvent avoir moins accès aux ressources, que ce soit les ressources foncières ou l'accès au crédit ou aux moyens de production, à l'éducation, mais également aux opportunités économiques. L'autre raison, c'est les aspects liés à la santé et à la sécurité, parce qu'on le sait, les catastrophes naturelles et les changements climatiques peuvent augmenter les risques de violence basés sur le genre, effectivement.
Donc, dans ce contexte-là, assurer les droits des femmes et leur accès à des services de santé reproductive est essentiel pour leur protection et leur bien-être, bien sûr. Il y a aussi l'aspect lié au leadership des femmes, mais également l'aspect surtout innovation. Parce que dernièrement, on constate que les femmes apportent des perspectives uniques et des solutions innovantes face aux défis climatiques. Donc, on constate que leur participation active dans des initiatives de développement durable, de résilience climatique est essentielle pour des solutions inclusives et efficaces. Donc, voilà, en somme, il est important de défendre quand même les droits des femmes dans un contexte pour permettre non seulement de promouvoir l'égalité, mais aussi de renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques. Ben oui, pour moi, c'est vraiment, comme tu l'as dit, là, le geste, l'intention de prendre soin. Et ben, tu sais, c'est plus globalement un peu tout ce qu'on a perdu en entrant dans un système politique et économique qui est, ben, il faut le dire, là, capitaliste, patriarcal, colonial. Et je dirais même violent. Ben oui, tout ça est très violent. Tout ça est très, très violent. Puis, en fait, tout ça qui est à la racine des bouleversements écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Parce que prendre soin de soi, des autres, mais de la terre, de l'eau, du vivant, sous toutes ses formes. Puis ça, c'est beaucoup de travail qui est invisibilisé, qui est même parfois méprisé, puis qui est essentiellement féminin. Fait que c'est ça, pour moi, prendre soin, tu sais, ça peut s'incarner de différentes façons. Puis en ce moment, pour moi, c'est de créer des espaces. J'adore dire ça. J'adore m'impliquer sur vraiment sur cet aspect-là très précis de créer des espaces pour accueillir, pour partager, mais des espaces qui sont physiques, où on se voit en vrai et on s'écoute. Parce que je trouve qu'on manque cruellement là, d'espace pour partager ce qu'on vit. On vit dans un système qui cherche à individualiser tout ce qui nous arrive. Puis, en fait, vraiment, c'est quand on en prend conscience, c'est vraiment fou. Mais quand on vit une situation et qu'on pense qu'on est toute seule là-dedans, ben, c'est très dépolitisé. Là. C'est comme, c'est un événement qui est arrivé à toi. Voilà, comme ça. Puis on l'a très bien vu avec le mouvement MeToo, au sein même de nos mouvements, qui sont dits progressistes, où les dynamiques de pouvoir, elles sont extrêmement présentes aussi, tu sais. Mettons, dans des discussions dès lors que là, ça y est, on ouvre la sphère, on reste plus avec nous-mêmes, mais tu sais, genre, hey, je pense que j'ai été agressée sexuellement par ce gars-là, mais c'était peut-être juste moi, je le sais pas, etc. Puis là, bam, il y a 15 autres femmes qui sont dans la même situation. Tu sais, ça change grandement la donne, là, de passer, c'est ça, d'ouvrir là-dessus. Puis c'est ça, pour moi, dès qu'on se rassemble entre femmes, tu sais, mettons, pour partager ce qu'on ressent par rapport à ces situations-là, à nos relations, puis là, on est comme, oh, wow, toi aussi, tu vis la même dynamique, toi, oh, wow, toi aussi, ça t'est arrivé. Ben là, c'est en fait très politique, c'est collectif, c'est de l'ordre de la culture, tu sais. Et c'est ça, pour moi, en partageant, on prend vraiment soin, tu sais. Puis... fait que c'est ça pour moi. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans les invitations à multiplier les cercles de lecture, de partage, les soirées tarot, tricot, peu importe, les soupers, tu sais, entre communautés qui vivent des enjeux similaires, puis notamment, justement, entre femmes. C'est vraiment ça qui m'habite beaucoup ces temps-ci, puis ça fait beaucoup, beaucoup de bien, là. Oui, de trouver des lieux de partage, effectivement, et de rassemblement aussi. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça pour le CARE? Ben, tu sais, oui, au niveau collectif, on est beaucoup, je trouve, dans la dernière année, ce qui se dessine aussi pour l'avenir dans, justement, tisser de nouveau ces liens qui se sont peut-être brisés un peu, ou en tout cas qui sont devenus plus fragiles dans la société. On est devenus chacun dans son petit appartement, son petit condo, sa petite maison, et on a de la difficulté à se parler entre nous. On a comme créé un malaise social à converser avec des gens comme ça, ou avec nos voisins même. Donc, oui, le CARE, ça passe par le collectif, mais aussi la prise de conscience individuelle, puis de se rappeler entre nous également, de poser la question, comment ça va? T'sais, comment tu vas réellement aujourd'hui? As-tu pris le temps de respirer? Juste quelques respirations, parce que des fois, il y a le poids aussi du CARE. Oui, tellement. On se dit, mon Dieu, il faudrait que je m'arrête, il faudrait que je ralentisse, il faudrait que... Puis là, on se rajoute un poids de se dire, mon Dieu, c'est ça, là, il faudrait que...
Et puis, c'est presque encore une fois une performance. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses qui sont entremêlées là-dedans. Puis c'est pas si simple pour tout le monde de s'arrêter, de ralentir. Déjà, de comprendre pourquoi je me donne à fond comme ça, pourquoi je me permets pas de m'arrêter et de rationaliser en disant, OK, j'ai l'impression que tout va s'effondrer. Mais si je m'arrête pour prendre soin de moi, tu sais, quand on dit « occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres », bien, ça revient à ça. Si je m'arrête pour me dire « OK, regarde, le monde n'arrêtera pas de tourner, là. Ça repose pas juste sur moi et j'ai le droit de prendre une journée d'arrêt, de prendre une journée de congé, de prendre une soirée entre amis, d'appeler quelqu'un que j'ai envie de voir pour aller tricoter, pour aller prendre un verre, un café, une tisane, de prendre ces moments-là. Puis, éventuellement, j'ose espérer que socialement, on se permettra de ralentir pour vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, il y a carrément... Je pense que dans les dernières années, bon, tu sais, tu parles de comme... À un moment donné, on met en pause notre implication, puis là, on prend soin. Tu sais, moi, je pense qu'il y a clairement quelque chose à aller chercher dans comme... Genre, le care en tant que tel, c'est un geste militant qui est dans la société dans laquelle on est. Fait que, tu sais, moi, c'est comme essayer de transformer toute ton implication sous ce prisme-là. Puis dans ce cas-là, c'est plus quelque chose qui doit se rajouter, mais parce que on s'inflige une vie, un militantisme qui est aussi en tant que tel, qui réplique des formes très violentes, finalement, de ce qu'on se fait déjà imposer, tu sais. Fait que c'est challengeant quand on voit tous nos alliés, tous nos ouais, c'est ça, tous les gens qui nous entourent qu'on aime aller à une vitesse folle, tu sais. Puis en fait, je pense aussi que ça dépend des profils, tu sais. Moi, oui, absolument. C'est ça. Puis il faut de tout, tu sais, pour qu'on avance. Mais il y a quelque chose de que je trouve qu'il faut qu'on arrive vraiment profondément à incarner. Sinon, en effet, ça devient ce truc complètement un peu artificiel que tu te patches dessus en mode on est dans le care et tout, mais pas du tout, tu sais, au final. Petite pause pour présenter l'ACOSI, co-organisateur du balado. L'Association québécoise des organismes de coopération internationale, connue sous l'acronyme de l'ACOSI, est un regroupement de plus de 70 organismes québécois qui œuvrent à l'étranger et au Québec pour un développement durable et humain. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'ACOSI œuvre à l'éradication des causes de la pauvreté et à la construction d'un monde basé sur des principes de justice, d'inclusion, d'égalité et de respect des droits humains. La table de concertation jeunesse en solidarité internationale est un espace de concertation jeunesse de l'ACOSI. Pour en savoir plus et vous impliquer, visitez lacosi.qc.ca. Léa, Maude, est-ce qu'il y a des femmes, des personnes ou des mouvements féministes qui vous inspirent particulièrement dans vos engagements de tous les jours, là? Maude? Il y en a plusieurs. Bon, ben c'est sûr, tu sais, mère au front, j'ai l'air un petit peu vendue à la cause. Mais, tu sais, même si on se dit pas nécessairement féministe ou écoféministe, on l'est quand même par défaut. Puis c'est aussi un choix individuel de s'identifier comme tel. Mais dans le milieu environnemental plus spécifique, je sais pas, le Conseil des Montréalaises, par exemple, tu sais, que j'admire beaucoup leur travail, j'admire beaucoup la façon de voir les choses. Tu sais, l'intersectionnalité, ça a l'air d'un mot, encore une fois, très, très technique, mais c'est ça quand même. Tu sais, toutes les tables de concertation de femmes qui sont dans différents arrondissements aussi, qui militent pour ça. Il y a tous les centres des femmes qui ont aussi un rôle multiples, oui, de soins auprès des femmes, souvent des femmes immigrantes, par exemple, mais qui vont aussi entrer là-dedans tout le volet social, le volet environnemental, le volet du soin. On dirait que j'en nommerais pas nécessairement individuellement, mais je sais qu'il y a des initiatives incroyables là, qui vivent à des moyens tellement maigres pour faire tout ce qu'elles font de beau et de merveilleux. Puis oui, il y a certains mouvements qui a peut-être une majorité de femmes, mais que ce ne sont pas que des femmes, fait que je voudrais pas les identifier comme étant féministes en tant que telles, mais Léa a probablement aussi des partages par rapport à ça. Ouais, bah tu sais, tu parlais d'écoféminisme, est-ce qu'on le nomme comme ça, est-ce qu'on le revendique ou pas? Moi, clairement, en ce moment, je suis vraiment très, très inspirée par la pensée
écoféministes par les pensées. C'est des courants qui sont multiples. Puis, tu sais, si moi, j'ai beaucoup été identifiée comme la jeune militante écologiste, ben, ces derniers temps, ma pensée me fait beaucoup plus me définir comme féministe avant tout. Puis, mais la lutte écologiste reste une grande part de mon identité, tu sais. Fait que les courants écoféministes, ils nous permettent de pas avoir à nous couper en deux et de pas avoir à choisir finalement. Puis tu sais, avec tout ce qu'on a dit sur le care, justement précédemment, ben l'écologie que je défends, elle est profondément féministe. Tu sais, il y a quelque chose de très relié entre cette exploitation de la terre puis celle des femmes, dans des schèmes de pensée qui sont, tu sais, Maud, tu l'as dit tantôt, très dualistes, là, l'homme qui serait associé à la culture et la femme qui serait inférieure, associée à cette nature qui est fragile, à la douceur, aux soins, etc. Fait que, tu sais, évidemment, là, puis je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui est dans ce discours-là, qui est techno-optimiste, qui est la découverte scientifique va nous sauver et on va juste trouver l'énergie qui va nous permettre d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Mais on ne changerait rien à notre mode d'organisation de la société puis à tous les systèmes d'oppression qui nous régissent, tu sais. Parce que c'est ça, j'ai des chiffres qui sont aberrants, là, et qui montrent que bien au-delà de nos considérations théoriques, les conséquences des bouleversements écologiques sur les droits des femmes, ils sont extrêmement réels. Là. On dit que c'est 80% des personnes déplacées à cause des changements climatiques dans le monde qui sont des femmes. Puis il y a plusieurs raisons là, pour lesquelles les personnes sont forcées de fuir leur pays, mais on sait très bien que les bouleversements écologiques, ils mettent davantage nos vies en danger. Tu sais, t'en parlais tantôt, tu sais, que ce soit même en période de canicule, on est vraiment plus en danger en tant que femme. Fait que c'est pour ça que genre, pour moi, il n'y a pas ce truc de choisir entre je suis plus écolo, je suis plus féministe. C'est profondément lié. Puis dans la façon dont on est socialisé à prendre soin, etc. Fait que c'est ça. Puis ben, plus précisément, il y a dans les branches, justement, écoféministes, il y en a qui sont très proches des philosophies autochtones, tu sais, pour lesquelles, finalement, décoloniser, c'est rétablir le respect des rôles et des pouvoirs des femmes, tu sais, autochtones. Puis moi, je pense à des femmes comme Hélène Gabriel, Mélissa Molène-Dupuis, Wydia Larivière, qui sont toutes des femmes qui étaient en première ligne, là, pas seulement dans les discours, mais sur le front, là, pour vrai. Et il y en a des femmes autochtones, mais même dans les mouvements d'Amérique latine, enfin des pays du Sud, qui sont... Ben, c'est ça, qui sont là quand la situation l'exige et qui m'inspirent énormément, tu sais. Puis ce que ça me fait penser, en fait, c'est... Moi, c'est vraiment le privilège que j'entends aussi à travers ça. On a un privilège d'être militante. On a un privilège de faire valoir notre voix, de pouvoir poser des actions. Des fois, on l'oublie parce que le militantisme, c'est une charge aussi. C'est un don de soi, c'est un choix. Mais à la base, on a ce choix-là. Puis c'est ça qui... Il faut en être consciente aussi parce que c'est pas le cas de toutes les femmes à travers le monde. Ouais, puis en fait, dans bien des endroits, c'est pas un choix. Non, tu peux même pas. Ben, tu peux pas. Ou alors ton militantisme, il est là, il naît de par la nécessité, tu sais. Donc c'est clair que comme nous, dans nos positions ici, tu sais, dans un pays comme le Canada, tu sais, fait que ce privilège-là, comme tu le dis, tu sais. Mais, tu sais, en ayant été justement à la COP, là, où tu vois des femmes faire des discours de comme, ben oui, mais là, comme moi, mon pays va disparaître, mon île va disparaître, tu sais. À ce moment-là, si elle est là en ce moment à la COP 25, c'est pas parce qu'elle a le privilège de... Oui, il y a une certaine forme de privilège, évidemment, qui vient avec le fait de se déplacer dans une enceinte onusienne comme ça, mais tu sais, c'est clairement une question de vie ou de mort, là. Ouais, c'est une question de survie, en fait. Oui, clairement, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment intéressant d'entendre justement un peu le volet, ben il y a des oppressions, tu sais, qui existent vraiment, puis il y a des trucs qui sont vraiment structurels. En fait, selon vous, là, qu'est-ce qui manque dans les structures actuelles pour qu'on puisse rendre l'action climatique plus inclusive et égalitaire pour les femmes et la diversité de genre? Maud, peut-être tu peux commencer. Dans les systèmes, qu'est-ce qui manque? Beaucoup de choses. Par où commencer? Oui, c'est ça, dans les structures systémiques. Ben, tu sais, c'est sûr que je suis pas une experte là, de tous les aspects politiques et les structures. Peut-être que Léa sera plus à même de répondre vraiment de manière très, très spécifique. Mais c'est sûr, premièrement, il manque de femmes pour avoir une diversité de pensée. Et comment amener les femmes là? Ah, ben là, c'est un chemin qui est quand même, qui est houleux, qui est particulier, qui est présentement relativement fermé malgré les essais-erreurs qu'on fait. Tu sais, je veux dire, c'est pas les tentatives qui manquent de vouloir occuper ces espaces-là, de vouloir prendre en charge aussi. Et en ce moment, tu sais, ce qui fonctionne
et les grandes entreprises le disent aussi, et ça se voit autant au niveau politique, c'est par obligation. Donc, c'est l'obligation de le faire, et là, on va cocher la case, puis on va le faire. On dirait que présentement, c'est les opportunités qui se présentent à nous, qui se présentent aux diversités de genre, culturelles. C'est ça qui s'offre à nous. Oui, profitons-en de ces espaces-là, parce que c'est une porte ouverte, même si ça provient d'une obligation de le faire, puis d'une petite case à cocher. Fait que, tu sais, je pense pas... J'essaie d'être réaliste dans mes espoirs d'intégration, me disant que je peux pas imaginer que du jour au lendemain, ça va juste être tellement fluide et que là, tout le monde va avoir droit à ces espaces-là de manière équitable et égalitaire. C'est ce que je voudrais, c'est ce qu'on est nombreux et nombreuses à vouloir, mais au niveau systémique, il manque tellement pour que ce soit fluide. Alors, malheureusement, commençons par obliger, par ne plus donner le choix, par dire collectivement, non, on veut la parité, on veut l'égalité, on veut l'équité. Tout le monde a le droit à sa parole, à son espace. Donc, j'ai l'impression qu'on n'aura comme pas le choix de passer par la force des choses. Je sais pas ce que tu en penses, Léa, et ce que tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Là-dessus, dans des programmes universitaires, n'importe quel, partout, tu sais. Moi, c'est clair. Puis, tu sais, là, on va... Genre, j'entends déjà les discours de gens qui sont contre ça, mais tu sais, c'est comme, ben non, mais tu sais, il y a tellement de barrières pour certaines communautés de juste accéder à ces lieux-là que oui, genre, juste si on leur facilite, mais comme faisons-le, là, clairement. Oui, c'est ça. Puis, Léa, tu parlais un peu des milieux universitaires, là. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, justement, que la jeunesse, elle a un rôle à jouer là-dedans, ou est-ce qu'elle peut être un moteur, en fait, pour aller chercher l'égalité un peu plus? Ben, tu sais, clairement, je pense que comme nous, on est nés là-dedans, tu sais. C'est comme, il y a ce truc de comme, on n'a pas... ça peut pas... On n'a plus l'excuse de « Ah, on savait pas trop », tu sais. On peut pas se dire « On fait comme si de rien n'était », c'est puis ça. on n'en parle pas. Ben, en fait, oui, on pourrait, là, mais comme, tu sais, on a tellement accès à tellement d'informations... Puis, tu sais, souvent, les grands mouvements sociaux partent des masses, mais tu sais, dans les dernières années, puis ce qu'on a pu faire, ça partait des campus, tu sais. On a le privilège, justement, d'avoir accès à de la connaissance au sein des universités qui fait en sorte que c'est plus acceptable, tu sais, de voir ces choses-là filer devant nous. Puis, fait que, tu sais, oui, je pense profondément que puis il y a quelque chose de l'ordre de enfin, laissez-nous la place, tu sais. Fait que oui, profondément. Puis, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Maud, là, sur... enfin, même sur nos structures, tu sais, on parle des grandes structures plus politiques, à différents niveaux, etc. Mais, tu sais, je parle même de la structure de nos mouvements à nous, tu sais, pour rendre nos actions plus inclusives, etc. Dans le militantisme climatique, tu sais, moi, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de... Tu sais, on parle du militantisme climatique, mais il faut qu'on arrête de parler du climat. Genre, c'est comme le truc de... C'est sûr que c'est un peu contradictoire en tant que tel, mais tu sais, on n'arrête pas de le dire, là, on protège ce qu'on aime, puis on n'aime pas le climat. Tu sais, en tant que tel, ça ne veut rien dire, là, le climat. Tu sais, c'est... Oui, c'est des chiffres, c'est tout d'un aspect très biosphère, etc., etc. Mais le climat en tant que tel ne veut rien dire. Puis je pense que depuis le début là, de l'épisode, on parle de vraies histoires, de vrais systèmes. Moi, je pense c'est ça qu'on commence à parler de ces vraies histoires-là, qu'on nomme les enjeux du patriarcat, du capitalisme, du colonialisme, parce que finalement, les changements climatiques, c'est juste un résultat de ces systèmes-là, tu sais. Et encore, même quand je peux dire patriarcat, ça peut encore paraître très abstrait, mais tu sais, très concrètement, on le vit au quotidien dans des micro-agressions, dans des agressions sexuelles. Toutes ces fois, on nous infantilise, on nous dit qu'on n'est pas trop capable de comprendre, qu'on est trop sensible. Et puis pendant que nous, on intériorise tout ça, puis on finit par se taire, tu sais. Et fait, je pense un premier élément dans nos structures actuelles de groupes militants, c'est justement
puis ça, je le nommais tantôt, genre dans le fait de créer des espaces, mais pour moi, de multiplier les espaces en mixité choisie, où la parole se libère, c'est très, très puissant, tu sais, parce que... Puis ça veut pas dire qu'on n'est plus capable de se parler tout le monde ensemble, parce que là, on dit, ouais, oui, mais on fait juste continuer de nous opposer, etc., mais en fait, c'est juste que parfois, on a besoin de se retrouver pour mieux identifier ces dynamiques-là, puis de mieux les comprendre. Puis c'est ça, toutes ces dynamiques qui régissent nos relations. Puis après, on est meilleurs ensemble, tu sais. Mais il y a tellement de moments où on est buté à comme non, mais genre, c'est pas correct de faire ça, tu sais. Ou justement, pareil, comme ce que tu disais tantôt. Puis en fait, oui, faisons-le. Mais oui, essayons-le. Ouais. Tu sais, c'est important de tester. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis sur ces espaces à créer, où est-ce qu'on peut aussi se chercher individuellement, puis employer des nouveaux termes, parce que c'est un passage obligé, puis acceptons donc que c'est ça, puis c'est correct, c'est pas grave, là. Au contraire, ça va amener à autre chose, puis ça nous amène à progresser, puis à se questionner, puis c'est tellement important. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au patriarcat, j'avais déjà nommé ça une fois, tu sais, à un homme particulièrement, de dire que la crise les crises de biodiversité, les crises environnementales, les crises qu'on vit présentement, c'est un système patriarcal et c'est un schéma patriarcal. Je dis pas que c'est la faute des hommes, nécessairement. C'est pas ce que je veux dire. Et non, mais c'est un viol du territoire. C'est une façon de contrôler. C'est une façon d'avoir un aval. Ça revient à ça. Donc oui, c'est fondé sur le même schéma que nos sociétés. On peut pas, puis de le nommer. Hein, je pense que ça, c'est tellement important. Oui, c'est inconfortable. Qu'on veuille pas. Pourquoi vous voulez pas juste qu'on se réunisse entre eux? Est-ce que c'est dangereux, là, si des femmes se mettent à parler entre elles? Genre, oh là là. Mais en même temps... On est en train de le faire. Puis en même temps, les luttes, elles viennent aussi d'un inconfort. Tu sais, quand il y a des changements, il doit y avoir préalablement un inconfort parce que les gens, ils ont aussi peur du changement, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant de vous entendre échanger là-dessus. Léa, Maude, on pose cette question-là à tous nos invités cette saison-ci parce que pour nous, en fait, c'est essentiel de prendre soin de notre santé mentale. Donc, pour vous, comment prendre part à l'action climatique tout en préservant son bien-être? La grande question. Ben, tu sais, avec tout ce qu'on a dit tantôt, moi, je dirais genre bien s'entourer. Oui. Ouais, vraiment. S'entourer de personnes qui nous font du bien, avec qui on est capable de s'ouvrir sur tout et n'importe quoi, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'on trouve weird, puis que finalement, t'es comme, ah, toi aussi. Wow. Puis, tu sais, je pense que Maud et moi, là, on l'a développé un peu tantôt, le fait de cultiver d'autres passions. Ça, je pense que c'est quelque chose peut-être il faut le vivre pour le comprendre, mais tu sais, notamment quand on est jeune militant, qu'on commence à s'impliquer, puis que là, finalement, toute notre vie ne tourne qu'autour de ça, puis que moi, j'ai beau le dire, mais j'ai l'expérience d'avoir vécu un burn-out, genre, fais attention à toi, essaye de, justement, d'avoir d'autres sphères dans ta vie, mais tu sais, peut-être faut passer par là pour comprendre que comme, wow, en fait, finalement, je ne suis pas que ça, il n'y a pas que ça. Fait que, tu sais, pour moi, de cultiver ces passions-là qu'on a, puis qui forment comme un refuge, un cocon, tu sais, que ce soit la lecture, un sport, une pratique spirituelle, un art, peu importe quel est-il. C'est pour moi vraiment important pour justement préserver notre bien-être là-dedans. Oui, j'abonde vraiment dans ton sens, Léa, pour développer d'autres passions à côté. Puis on dirait que j'aurais envie d'ajouter à ça, être vraiment à l'écoute de soi. C'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire. Tu sais, même quand on est super investi, c'est pas parce qu'on est militant qu'on est nécessairement attentif à nos besoins fondamentaux. Et ça, je pense que il y a comme une espèce de cercle qu'on dit vertueux là-dedans, de se dire, ben, par exemple, quand je me connecte au rythme de la nature, tu le nommais en début d'épisode, là, c'est de se ramener aux saisons, de se ramener à ce que la nature nous offre. Les moments où je me retrouve en nature, même si c'est juste d'aller marcher au bord de l'eau, là, 15 minutes, c'est quand même des espaces, encore une fois, on revient aux espaces à créer, que ça peut être physique ou à l'intérieur de soi, où est-ce que là, je suis capable de me dire, OK, là, t'es en train d'aller trop loin. Là, je le sens pas. Ou, tu sais, des fois, il y a comme le petit quick, là, dans le ventre, le petit serrement quand on dit oui à quelque chose, mais que finalement, on aurait eu besoin de se reposer à la place, d'être attentif à ça et de se dire, c'est correct de dire non. Et c'est correct de m'arrêter. Je n'ai pas failli à ma tâche. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas une moins bonne militante parce que cette fois-ci, j'irai pas au sit-in parce que c'est trop dans ma semaine. Puis je vais aller
faire du sport, je vais aller écrire, je vais aller m'asseoir dans la nature, je vais aller faire ce qui me tente, puis je reviendrai après. Donc, prendre soin de sa santé mentale, je pense que c'est ça, jumelé à ce que tu disais, là, le tissu social, les espaces de partage. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment dur d'apprendre à dire non. Mais c'est tellement fondamental. Oui. Parce qu'il y aurait toujours trop de choses à faire, là, pour vrai. La maison brûle, on peut le dire, tu sais, mais en même temps, ouais, c'est ça, d'avoir vécu l'épuisement, tu te rends compte, en fait, ah ouais, mais en fait, si je suis plus là du tout, je suis encore moins efficace, là. Fait que c'est ça. C'est correct de se rendre aussi, tu sais, à un niveau de fatigue élevé pour se rendre compte qu'on a été trop loin. On est comme ça, les humains, on teste les limites. Mais tu sais, si vous êtes capable de vous éviter ça aux personnes qui écoutent, là, on le recommande aussi. Oui, c'est ça, on le recommande. Puis je pense que l'idée à travers cette saison-ci, c'est vraiment, nous, en fait, ce qu'on veut retenir, c'est que pour prendre part, il faut aussi prendre soin de soi. On arrive à la fin. Donc, pour conclure, j'aimerais vous demander si vous avez une recommandation culturelle, un livre, un film, une exposition qui vous inspire dans votre engagement, puis que vous pourriez recommander à nos auditeurs et auditrices pour poursuivre leur réflexion après cet épisode-ci. Et oui, après avoir parlé d'écoféministes pendant un petit bout, je pourrais recommander la lecture pour les personnes qui s'intéressent ou qui voudraient en savoir un peu plus sur ces mouvements de pensée et d'action-là. Le livre « Faire partie du monde, réflexion écoféministe » où c'est un recueil qui... En fait, un ouvrage qui combine les témoignages, les réflexions de plusieurs femmes qui sont issues de plusieurs courants, dont Hélène Gabriel, dont je parlais tantôt, et d'autres qui sont super inspirantes. Fait que ça peut être une belle introduction à ces idées-là. Merci. Puis pour le contexte, Maude a une pile de livres devant elle en studio. J'ai trouvé ça dur quand vous avez dit une œuvre. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais choisir? Mais OK. Je vais au moins choisir un livre. Là, c'est vrai que j'ai une belle pile parce qu'il y a tellement une magnifique diversité d'écriture et d'ouvrages sur les sujets d'écoféminisme, d'environnement. On peut vraiment en trouver pour tous les goûts. C'est super accessible. Il y a des belles collections. Allez voir vos librairies indépendantes là, pour leur poser la question. J'aimerais y aller avec C'est injuste aux éditions Éco-Société par Amélie Chanès et Anne-Marie Le Sceau dans leur collection, la collection Radar. Donc, c'est une collection jeunesse pour vraiment adolescents, jeunes adultes. Mais moi, je l'ai vraiment dévoré. En 2 heures, je l'avais lu. Je trouvais ça fabuleux comme source d'information. Et si je peux proposer peut-être un podcast que j'avais pas mis sur ma liste, mais des Rachel qui changent le monde de Vigilance OGM. Ça, je le recommande toujours et j'aime encore le réécouter parce que c'est une mine d'or, c'est précieux, c'est bien amené, c'est intelligent. Donc ça, je le recommande fortement. Et du côté des documentaires, j'irai avec Chercher le courant, Après la Romaine et Amazonie qui est sorti tout récemment dans les salles. Hey, merci les filles, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, vraiment. Merci de l'invitation. Alors, pour continuer la conversation, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, puis merci de nous avoir écoutés, puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Prendre part. Ce balado est réalisé grâce à la collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI, Catalyso et SUCO. Un grand merci aussi à la radio de CISM pour leur précieux soutien au montage.